voici au Palais Royal, site magnifique, lieu baigné dans l'histoire. C'est ici où Camille Desmoulins a pris la parole. Il est monté sur un banc pour exciter le peuple à prendre la Bastille. Derrière nous, le Conseil constitutionnel. C'est un bel endroit pour parler des droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, en vérité. Nous avons ici deux des institutions importantes dans la protection des droits fondamentaux. La démocratie repose sur deux principes fondamentaux qui parfois peuvent même entrer en contradiction. Le premier, c'est le principe de la souveraineté du peuple, le principe de l'élection de ceux qui gouvernent par ceux qui sont gouvernés, et donc le principe de majorité. Le second, c'est le principe de liberté, d'égalité, de respect des droits fondamentaux de chaque individu, de respect des droits fondamentaux des groupes, que la majorité ne peut pas opprimer, à laquelle la majorité ne peut pas imposer ce qu'elle veut. Pour que cette idée de droits fondamentaux de l'homme, hors d'atteinte du pouvoir, soit préservée, il faut que des institutions, des organes juridictionnels indépendants puissent forcer l'État à respecter le droit, puissent sanctionner l'État si l'État ne respecte pas ses propres règles. Et c'est ce que fait le Conseil d'État à l'égard du gouvernement. Il juge quand les citoyens le lui demandent, cela porte un beau nom, cela s'appelle le recours pour excès de pouvoir. Il juge si les règlements respectent les lois, respectent les principes généraux du droit. Et puis le Conseil constitutionnel, lui, juge si les lois respectent nos grands droits fondamentaux. Pour nous éclairer sur ces droits fondamentaux, nous avons convié le professeur américain Ronald Dworkin et le professeur français Mireille Delmas-Marty. Et Ronald Dworkin, c'est le grand spécialiste non seulement des droits fondamentaux, mais celui qui a approfondi ce problème de la contradiction implicite entre un régime constitutionnel et la règle de la majorité. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Il est professeur à la fois à l'université d'Oxford et à New York University, à New York même. C'est lui qui va nous expliquer les problèmes qui se rattachent aux droits fondamentaux. Il existe de nos jours un paradoxe dans la démocratie. D'une part, elle triomphe partout dans le monde, elle n'a jamais été aussi puissante, même dans des pays où il y a 10 ans de cela, il semblait impensable de la voir s'instaurer. En Europe de l'Est et en Afrique du Sud, elle ne s'est pas seulement proposée, elle s'est enracinée. Par ailleurs, il y a une autre constante qui se développe rapidement et que beaucoup jugent incompatible avec la démocratie. C'est le fait de prendre en compte les droits individuels, même s'ils vont à l'encontre de la volonté de la majorité, et de les protéger par des décisions de la Cour suprême, bien que celle-ci ne soit pas élue par le peuple, mais dans la plupart des cas, nommée par l'exécutif. Aux États-Unis, il est habituel d'entendre dire que la Cour suprême devrait avoir de tels pouvoirs. Elle a souvent eu à prendre des décisions d'importance. Certaines d'entre elles n'ont pas été heureuses, comme en témoignent les débuts du New Deal de Franklin Roosevelt, où la Cour suprême a abrogé les lois économiques les plus progressistes. Mais dans l'ensemble, ces décisions se sont avérées judicieuses. C'est la Cour suprême et non l'intervention des électeurs qui a mis un terme aux pratiques ségrégationnistes déplorables qui sévissaient dans les écoles. On lui doit également le droit des femmes à l'avortement en début de grossesse et la volonté de la majorité n'a pu s'y opposer. En Allemagne, la Cour constitutionnelle a également abordé le problème de l'avortement, mais le résultat est à l'opposé de celui de la Cour suprême américaine.
Elle a statué qu'une justice démocratique ne pouvait en aucun cas légaliser l'avortement. Dans la récente démocratie d'Afrique du Sud, la Cour suprême a décrété que même un vote à la majorité ne pourrait instaurer la peine capitale, car elle était en elle-même contraire à la Constitution. This controversy really takes roots from this history. Pour résumer l'objet de la controverse, on peut dire que d'une part, certains considèrent que le principe de subordination aux décisions de justice est incompatible avec la démocratie, car elles peuvent être contraires à la volonté populaire. Par ailleurs, d'autres sont partisans du fait que les juges qui défendent les droits individuels sauvegardent la démocratie, dont l'idée maîtresse est justement la liberté individuelle et l'égalité des individus. Pour assurer leur pérennité, ils jugent indispensable de défendre les droits de chacun, même contre une majorité qui peut parfois se montrer despotique et tyrannique. Habituellement, on se sent responsable des agissements du groupe auquel on appartient. Nous éprouvons par exemple ce sentiment dans un contexte sportif. Le public ressent une fierté ou une honte qui varie avec les prouesses ou les défaites des équipes. Et cela indépendamment du fait qu'il n'ait pas participé activement au jeu. On retrouve exactement le même phénomène dans le domaine politique. J'éprouve toujours un sentiment de honte pour les actes commis par les États-Unis en Asie du Sud-Est et au Vietnam. À l'époque, je m'y suis opposé dans la mesure de mes moyens, et cela bien sûr sans résultat. Mais malgré ma position en tant que membre d'une société démocratique, je me sens toujours responsable des actes de la collectivité. Companion Peace Demonstration brings out 50,000 marchers in downtown San Francisco. They parade 2 miles along Market Street, pacifists and hippies together. It's important always to remember that this feeling of collective responsibility. Mais il ne faut pas oublier que ce sentiment de responsabilité collective quant aux actes d'une nation n'est pertinent que si certaines conditions sont réunies. Roughly speaking, you shouldn't, it would be wrong to feel this collective responsibility. En réalité, on ne doit se sentir responsable des agissements de la communauté que si celle-ci vous considère comme un de ses membres à part entière. Ainsi, il semblerait étrange et même pathologique que les Juifs qui ont réussi à survivre à l'Holocauste en conçoivent un sentiment de culpabilité collective comparable à celui que de nombreux Allemands peuvent ressentir. Il serait incompréhensible que ces Juifs se sentent impliqués dans une décision qui les a désignés comme étrangers et victimes. There must be equality of voice. That doesn't just... L'égalité des droits ne se borne pas à reconnaître à chaque citoyen un droit de vote. It means that every citizen must have the same opportunity to appeal. Cela sous-entend que chaque citoyen peut prétendre être écouté et défendre ses convictions en public comme tout un chacun. I think there has also to be what we might call equality. Je pense qu'il doit également y avoir une égalité de statut. From the point of view of government. Il faut l'entendre dans le sens d'une importance égale accordée par l'État au sort de chaque citoyen, sans distinction de race ni de milieu social. I also think there's a third important condition, namely a certain kind of. Il ne faut pas négliger une autre condition, qui est celle du libre choix individuel. Je ne peux me considérer comme faisant partie d'une assemblée
qui autorise le gouvernement du peuple par lui-même si celle-ci prétend décider pour moi de ce qui ne regarde que ma conscience. Je pense aux convictions religieuses, aux questions d'ordre moral, telles le droit à l'avortement, ou celui de mettre un terme à ma propre existence en cas d'atroce souffrance. Voici un ensemble de conditions que j'évoque de façon succincte et qui doivent, selon moi, être remplies avant que l'on puisse dire à un citoyen « Je sais que tu n'es pas d'accord avec cette décision, mais cependant c'est aussi ta décision puisque nous agissons ensemble. » What judicial review does, what a constitution does, ce que l'examen de la constitutionnalité d'une loi et ce que notre Constitution font pour protéger la démocratie, c'est de s'assurer que ces conditions sont remplies, même face à une majorité qui s'y oppose. Bien sûr, une majorité ne peut interdire à quiconque de prendre la parole. Sinon, elle pourrait décider d'empêcher les partisans de Le Pen de s'exprimer parce qu'elle trouve leurs propos choquants. Et les commentateurs ont faim de croire qu'il s'agissait là d'un fantasme qui nous habite, d'une espèce de parti pris que nous aurions de xénophobie, voire même de racisme. Je rejette. Une majorité pourrait décréter qu'elle ne respecte pas de manière égale toutes les races ni tous les groupes, qu'elle entend réduire les dépenses faites pour les déshérités en réduisant la prise en charge des frais médicaux. Ils ne bénéficieraient plus des prestations auxquelles toute société qui se respecte doit pourvoir. Elle pourrait décider de ne plus accorder aux femmes le libre choix de l'avortement. Lorsqu'une majorité prend ce genre de mesures, elle menace la démocratie dans son principe constitutionnel. Donner à des institutions le pouvoir de dire non pour que la majorité ne puisse détruire la démocratie n'est pas un acte antidémocratique. C'est au contraire une manière d'œuvrer pour la sauvegarde de cette démocratie. Il y a donc tension, mais pas contradiction entre les droits fondamentaux et souveraineté populaire. Mais à l'intérieur d'un régime constitutionnel, il existe bien d'autres problèmes. Et maintenant, pour rentrer dans cette partie du temple de la démocratie qu'est l'état de droit, nous devons nous interroger sur la contradiction des droits, sur les conditions du respect du droit, sur l'accès au droit. Et pour ce faire, nous avons fait appel à Mireille Delmas-Marty, une très grande spécialiste du droit pénal français et du droit en général. Mireille Delmas-Marty est professeure à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans la tradition française, la loi est le droit. Elle s'identifie au droit. Les choses ont complètement changé. Depuis le choc de la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que la loi n'a plus tous les droits. Car le droit s'est trouvé lancé dans un double mouvement, constitutionnalisation du droit d'un côté, et ça c'est un peu le modèle américain, et d'un autre côté, internationalisation du droit, c'est complètement nouveau, c'est une spécificité européenne. Il y a une symétrie seulement apparente, parce que le contrôle de constitutionnalité est en fait réservé à l'initiative politique. De simples citoyens comme vous et moi ne peuvent pas saisir le Conseil constitutionnel, et il n'intervient, ce Conseil constitutionnel, qu'a priori, avant la promulgation de la loi. En revanche, au plan européen, toute personne qui estime être victime d'une violation peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme et faire condamner un État, ce qui est quand même extraordinaire. Tous les États européens, les uns après les autres, ont été condamnés pour violation des droits fondamentaux. Il n'existe pas de méthode vraiment rigoureuse pour faire l'inventaire des droits fondamentaux. Au fond, l'histoire les a superposés sans véritable cohérence d'ensemble. C'est un peu comme des strates géologiques. Alors si on veut essayer de faire l'inventaire, le plus simple c'est d'en s'en tenir au fond à deux grandes catégories.
La première, ce sont les droits substantiels, ceux qui touchent à la substance même de l'être humain. D'abord la personne, la vie, la dignité, l'égalité, la vie privée, le droit de propriété. Ensuite, il y a l'esprit, la protection de la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de religion. Et puis, il y a tout le secteur de l'action politique et sociale, le droit à des élections libres, les différents droits politiques, le droit à la liberté de réunion, la liberté d'association, le droit d'asile pour les étrangers. Enfin, les droits économiques et sociaux. Alors, la liberté d'entreprendre, mais aussi le droit à l'emploi, le droit de grève, la liberté syndicale, le droit à l'instruction. Et plus récemment apparu, le droit au logement. J'avais un appartement, mais faute de travail vraiment fixe, je n'ai pas pu le garder. Quand j'ai vu que j'arrivais plus à payer, je préfère payer le reste. Et j'étais obligé, j'étais contraint donc de venir en foyer. La loi, c'est la légalité. Il faut un texte de loi chaque fois qu'il s'agit de droits fondamentaux. Et c'est la qualité de la loi. Il faut un texte à la fois accessible, précis et prévisible dans ses conséquences. Quand c'est une loi pénale, il faut en outre qu'elle s'applique seulement à des faits postérieurs à son entrée en vigueur. C'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi pénale. Et il faut que les peines soient proportionnées à la gravité des infractions. Et puis, il y a la garantie judiciaire. L'autre pilier de l'état de droit, c'est d'abord l'accès à la justice, le droit à un tribunal. Et ce tribunal, il doit être indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif, bien sûr, mais aussi, le cas échéant, vis-à-vis des médias. Et il doit être impartial. On a le droit d'être jugé par quelqu'un qui n'a pas pris parti, qui ne risque pas de prendre parti de façon abusive. Enfin, le droit au procès équitable est fondamental. Il implique les droits de la défense, c'est-à-dire l'accès à un avocat. Et si on n'a pas les moyens de payer l'avocat, eh bien, c'est l'aide juridique qui doit être assurée par l'État. Et puis, il y a la publicité de l'audience, il y a le droit à la présomption d'innocence quand on est en matière pénale, il y a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, et c'est tout cet ensemble qui constitue les droits fondamentaux. L'inventaire pourrait donner l'illusion que nos droits sont parfaitement protégés. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela, parce que pratiquement tous les textes admettent des limitations aux droits fondamentaux. Limitations au nom de la protection de la morale ou de l'ordre public, limitations au nom de la protection des droits et libertés d'autrui. Et on pourrait même craindre de voir ainsi vider complètement de sens le concept même de droit de l'homme. Alors en réalité, il faut regarder de plus près, car certains droits ne sont pas limités, on peut dire qu'ils sont à protection absolue, alors que d'autres sont simplement à protection relative. Protection absolue, ça veut dire qu'aucune exception n'est possible, ni restriction, ni dérogation, même dans les cas exceptionnels, même en cas de guerre ou même en cas de menace pour la nation, par exemple une vague de terrorisme. Ces droits-là, ils sont très rares. Car le droit à la vie, par exemple, n'en fait pas partie. Tout le monde admet l'exception de la légitime défense. Beaucoup de pays admettent la peine de mort. Et même en Europe, où on a aboli la peine de mort, on réserve le cas de la guerre. En réalité, cela veut dire qu'il y a un bien qui serait plus précieux que la vie, si précieux qu'on n'ose pas le nommer autrement que par un interdit. C'est l'interdit de la torture, des traitements inhumains ou dégradants, ou encore de l'esclavage. En fait, la valeur sous-jacente, c'est la dignité inhérente à la personne, l'irréductible humain. Mais les autres droits sont simplement en protection relative. Il y a des exceptions. Exceptions, par exemple, à la liberté d'aller et venir sont les peines de prison, les internements psychiatriques, les mesures éducatives pour les mineurs. Il y a aussi des restrictions, les restrictions à la liberté d'expression, au nom de la vie privée des personnes, les restrictions à la vie privée des personnes au nom de l'ordre public, c'est par exemple le recours à des écoutes téléphoniques, encore exception à la liberté de la presse,
au nom de la protection de l'impartialité judiciaire. C'est le système qui est notamment développé en Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire que ces droits ne sont pas protégés. Il faut de toute façon une base légale. Il faut de toute façon qu'il y ait recours possible devant un juge. Et il faut enfin qu'il y ait proportionnalité entre la mesure restrictive et le but qui est invoqué. Il faut enfin, en dernier lieu, qu'il y ait respect de ce qu'on peut appeler l'esprit démocratique, c'est-à-dire la tolérance et le pluralisme. Au fond, toutes les faiblesses des droits fondamentaux peuvent amener à poser la question du déclin du droit, car ces droits sont souvent contradictoires, imprécis ou même lacunaires. Alors, bien sûr, les contradictions se résolvent par le biais des restrictions. C'est parce que la liberté d'expression peut être restreinte qu'on peut concilier cette liberté avec le respect de la vie privée. On peut concilier ainsi aussi la liberté d'aller et venir avec la sécurité des personnes ou des biens. Mais c'est finalement le juge qui est amené à mettre en œuvre ces restrictions réciproques. Même chose pour les imprécisions. Ce sont des notions très vagues finalement, la vie privée, la liberté d'expression, la dignité de la personne, ou de l'autre côté, la morale, l'ordre public. Tout cela impose au juge un travail d'interprétation qui lui donne évidemment un certain pouvoir. Pouvoir aussi quand il essaye de combler les lacunes des droits fondamentaux. Et c'est là qu'on peut se poser la question, la deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas en même temps déclin de la démocratie? Est-ce que les juges ne profitent pas de ces pouvoirs qui leur sont donnés pour remettre en cause, au fond, au nom de leur éthique personnelle, des lois qui ont été votées par un Parlement démocratiquement élu? Alors, la réponse peut être qu'il y a un retournement en réalité de l'analyse possible. Au lieu de déclin, ne faut-il pas parler d'un renouveau de la démocratie? Au fond, c'est le thème traité par Ronald Dworkin. La démocratie, ce n'est pas seulement le bulletin de vote une fois de temps en temps dans une urne, c'est aussi la participation de citoyens actifs, donc bénéficiant d'un certain nombre de droits, au gouvernement et aux prises de décision. Et puis j'ajouterais renouveau du droit lui-même, car la souplesse de l'ensemble du système a permis l'extension du droit dans des domaines qui lui échappaient traditionnellement, qu'on réservait à la raison d'État. Police des mœurs, police des étrangers ou écoute téléphonique, il n'y avait pas de droit en réalité. En tout état de cause, c'est inqualifiable. Nous vivons dans un état de droit, nous avons le droit à la protection de notre vie privée et nous avons le droit à ce que les écoutes, lorsqu'elles sont pratiquées, le soient sous le contrôle des juges à cause de faits graves et non pas parce que vous avez le tort de lancer une association d'aide humanitaire au Liban et qu'en plus vous travaillez dans l'opposition. C'est inimaginable. Mais alors, il y a une condition à ce renouveau, c'est d'arriver à résoudre le problème de l'insécurité juridique, le problème de l'imprévisibilité. Et là, je crois qu'il faut être très clair et exiger du juge un surcroît de transparence, des décisions motivées et un surcroît de rigueur, appliquer les mêmes critères d'une affaire à l'autre et leur donner le même poids. Il s'agit donc de toute une série de questions très complexes, mais pour simplifier, on peut dire qu'il existe une distinction fondamentale entre la loi et le droit. Ça sonne bien, mais il faut l'approfondir. Et si nous ne devions retenir qu'une idée pour conclure cette émission, ce serait que la démocratie ne repose pas sur un principe, mais sur deux piliers. La souveraineté du peuple, bien sûr, le pouvoir vient du peuple, mais aussi la limitation du pouvoir. Le pouvoir ne peut pas tout faire sous prétexte qu'il est élu par une majorité. Le pouvoir doit toujours respecter les droits fondamentaux.